20%. Le daron de Lamine Yamal nous dit encore une fois, les gars, parce qu'il a déjà dit il y a un an que Lamine Yamal n'a même pas atteint 20% de ses capacités de footballeur. Et franchement, les gars, je sais pas si le daron de Yamal, c'est bon. Dites-moi, selon vous, le daron de Lamine Yamal, faut l'interner ou faut le croire? Parce qu'il a dit dans sa vidéo qu'il respecte chaque génération de footballeurs, mais que son fils, il le compare qu'à lui-même. On parle d'un individu, les gars, je pense que c'est l'individu qui a le plus suivi Yamal de toute sa vie. Parce que c'est son daron, il le voyait jouer au quartier, à la maison, alors qu'il n'avait pas droit, sur les terrains de football. Et ça fait plus d'un an qu'il nous explique que Lamine Yamal n'a pas atteint 20% de ses capacités. Ça pose un dilemme. Exactement comme Pau Cubarsí qui nous explique que l'Espagne est favori pour la Coupe du Monde. Tandis que Vinicius nous explique que le Brésil n'est pas favori pour la Coupe du Monde. Tout est une histoire de dilemme finalement. Doit-on croire le daron de Lamine Yamal ou le traité de fou? Doit-on croire Pau Cubarsí ou on doit croire Vinicius Junior alors qu'il est brésilien et que le Brésil est toujours favori? En parlant de brésilien, c'était Cesarinho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. BAU! Ni el 20% de sus cualidades futbolísticas. Acordaros, ni el 20%, lo dice su padre. Y otra... Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais le daron de Yamal a déclaré que Lamine a montré que 20% de ses qualités footballistiques. Que Lamine Yamal a montré que 20% de ses qualités footballistiques. Est-ce qu'il max? Est-ce qu'il a raison? Il n'y a que lui qui sait. C'est son fils, il l'a vu jouer tous les entraînements. Depuis qu'il est petit, il le regarde jouer. C'est lui qui sait en vrai. Donc est-ce qu'on doit l'écouter? Parce que si on prend les 3 saisons de Yamal, la première, c'est un phéno, mais on nous dit qu'il n'est pas assez décisif. La deuxième, c'est le meilleur passeur, meilleur dribbleur. Il stade beaucoup plus, mais on nous dit qu'il met pas assez de buts. La troisième saison, il a plus de buts que de passes D. Maintenant, on dit quoi? Qu'il n'est pas présent dans les grands matchs. Maintenant, ça, c'est autre chose. Mais quand on regarde et qu'on nous explique qu'il est qu'à 20% de ses qualités, il joue avec un latéral qui n'est pas offensif, il n'a pas de neuf qui est tueur, il a commencé la saison sous pubalgie, et en plus de ça, cette saison, le Barça a eu du mal à démarrer à cause de la blessure de ses cadres comme Rafinha, Pedri, et Yamal avec sa pubalgie. Donc le Barça tournait mal. Et si le père de Yamal avait raison, qu'il n'est qu'à 20% de ses qualités footballistiques, sachant qu'il monte en puissance d'année en année, seul l'avenir nous le dira. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Regardez ce qui se passe derrière, pas Yamal. Ne regardez pas Yamal, regardez ce qui se passe derrière lui. Ne regardez pas Yamal, je dis bien derrière lui. Regardez bien. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe derrière lui? Quand le petit s'y est venu, il y a 2 ans, voilà à quoi il ressemblait. Regardez. Aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble. Et voilà quelque chose qu'il est en train d'améliorer. Mais non, dans quelques années, ça va venir nous dire quoi? Ah non, Lamine Yamal est juste doué. De toute façon, c'est comme Messi. Il est doué, il travaille pas. Nous, on respecte plus ceux qui vont à la salle, qui font des abdos, qui mettent des pénaltys. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Parce qu'il travaille, ce petit travail. Ok? Il travaille. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo où je vais donner un témoignage. Parce que vous devez le comprendre. C'est impossible d'être aussi fort à son âge. Ce n'est pas le talent seulement. Il est trop fort. Mais il travaille. Le petit là travaille. Ok? Ok, d'accord. Bande de plaisantins. Mais du Brasil, c'est comment? Là, c'est la trêve. Je vais vous raconter une histoire sur le FC Barcelone. Celle du président martyr du FC Barcelone qui a été exécuté au nom du football. Nous sommes à l'été 1936. L'Espagne est divisée en deux. D'un côté, les Catalans avec les démocrates, les républicains, qui étaient déjà représentés par le FC Barcelone. Et de l'autre côté, notre bon vieux dictateur qui était déjà en place, Francisco Franco. Josep Sunyol, sous sa direction, le FC Barcelone devient un club presque politique. Un club qui représentait la démocratie, le bon côté de la force, en somme. Pour lui, le football pouvait représenter un peuple. Il était connu comme le grand défenseur de la Catalogne. Malheureusement, il est resté président du FC Barcelone que 1 an. Parce que sa vie a basculé à jamais le 6 août 1936. Il se rendait sur le front pour soutenir ses alliés, les républicains, parce qu'il trouvait que sa présence était nécessaire lorsqu'il est passé dans une zone où il ne devait pas passer avec sa voiture. Il est tombé sur un contrôle franquiste, la police du dictateur, qui l'a exécuté, lui et son ami député républicain. Pas de jugement, pas de négociation, aucune chance de même ne serait-ce que supplier pour sa vie.
Pourquoi cette histoire est forte? Parce que c'était le président du FC Barcelone le plus engagé politiquement. Il représentait le club partout où il se rendait. Des centaines, voire des milliers de personnes se sont rendues dans les rues, tout simplement pour pleurer sa mort. Après la mort du président du FC Barcelone, il est devenu un symbole. Un homme mort pour ses idées et ce qu'il représentait en tant que président du FC Barcelone. Il est considéré comme un martyr du football. À ce moment-là, vous comprenez que le FC Barcelone n'est pas devenu plus qu'un club juste pour être un slogan. Il est devenu à partir de ce moment-là. C'était Jorginho do Brasil. Et si vous avez kiffé l'histoire et que vous voulez d'autres épisodes, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. Pow! Le Barça est-il enfin sorti de la crise? Une grosse info sur l'économie du Barça vient de sortir, reste avec moi, je t'explique tout. L'agence DBRS du groupe Morningstar vient de donner la note de triple B au FC Barcelone après avoir évalué ses finances. J'en avais déjà parlé l'été dernier, mais pour ceux qui ne me suivaient pas encore, DBRS est une agence de notation de crédit. C'est tout simplement une agence qui note la santé financière d'un emprunteur, ça peut être un pays, une entreprise, là en l'occurrence c'est le FC Barcelone. Et un triple B, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici on a la grille d'annotation, on voit bien que les notes passent d'un triple A à D, et le Barça lui se trouve juste là avec un triple B. Ça veut dire que quand la banque prête au FC Barcelone, le risque de l'investissement est correct à stable. Pour rappel, la dernière fois qu'ils avaient noté les finances du Barça, on était sur un risque modéré à stable. Là, clairement, le Barça vient de passer dans la partie du tableau des bons élèves. Et ça, c'est énorme quand tu sais que le Barça sort d'une période avec des dettes massives, des pertes énormes, une gestion catastrophique. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Selon le rapport, les revenus augmentent, les coûts sont mieux gérés, la structure financière est plus solide. Selon cette agence qui, il faut le rappeler, est reconnue par la Banque Centrale Européenne, le club est clairement en train de se stabiliser, ce qui contraste énormément avec les déclarations de fonds pendant les élections présidentielles, avec les déclarations d'hier de Bartomeu et des anti-Laporta en général. Et ce n'est pas tout, l'agence félicite aussi le Barça par rapport au développement de son business autour du club. En effet, les revenus du Barça sont diversifiés et ne dépendent plus des résultats sportifs. Mais ce qui a le plus étonné l'agence, c'est que les résultats sont à la hausse malgré la non-ouverture du stade. En effet, le retour au Spotify Camp Nou initialement prévu en 2025 a été repoussé à 2026 et avec des capacités réduites. Le manque à gagner est donc énorme, mais malgré ça, le Barça prévoit un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros pour 2026 et 1,2 milliard d'euros en 2028 lorsque le Camp Nou sera prêt et plein à craquer. Une chose est sûre, le club est en train de revenir et pas seulement sur le terrain comme certains le prétendent. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Remarquez quoi de cette photo-là? Qu'est-ce que vous remarquez de cette photo? Non les gars, décrivez-moi qu'est-ce que vous remarquez de cette photo. Décris d'abord. Ensuite, tu vas écouter ce que je vais dire en commentaire. Faut décrire. Oh. Première chose. Tonton là. Depuis quand il porte pas veste? Il porte toujours les vestes, non? Tous les matchs ici au Barça. Moi, j'ai toujours vu le tonton là porter veste. AC Milan, veste. Il part en première ligue, veste. Hein? Conférence de presse, veste. On dirait le vieux encore en forme, hein? Qu'est-ce qu'il leur apprend là-bas? Pourquoi Rafinha est brésilien même? On peut pas changer de nationalité? Rafinha, pourquoi il joue avec ces nullards là? Surtout avec le nulard de Vinicius. Pourquoi il joue avec eux? Hein? Deuxième des choses. Rafinha. Les Brésiliens portent le jaune. Pourquoi c'est noir ils portent? C'est un chat noir. Le vieux là, qu'est-ce qui... Attention, hein. Rafinha. Capi. D'ailleurs, face à la France, tu dois taper fort. Très fort. C'est ce qui fait la beauté des classicos, c'est ce qui rend la rivalité encore plus belle. Quand je vois le poste de Rafinha qui arrive au Brésil, avec écrit « Maison en bas », vous connaissez votre Gavini, pur madridista, le petit prince de Madrid qui est venu avec un complet Madrid. Sacoche, valise, c'est ce qui rend la rivalité encore plus belle quand tu te souviens du dernier classico en Liga. Où Rafinha était venu défendre Yamal en embrouillant Vinicius parce qu'il voulait s'en prendre à Lamine. Ou bien même cette dernière embrouille en Supercoupe entre Lamine et Houssen. Et là on les voit se faire une petite accolade pour leur retrouvaille. Comme quoi au final les vrais débiles c'est nous. Quand je vois certains supporters se détester entre eux, se faire la guerre, se battre, s'insulter pour du foot. Alors que ces mêmes acteurs sur le terrain font leur job, défendent leur club et restent dans le raisonnable, restent dans le cadre du football. Même si bien évidemment que dans les classicos c'est unique. Il y a beaucoup de nervosité et de tension, c'est un classico. Et ça me fait rire de voir que des joueurs qu'on compare, des débats qui entre nous terminent en embrouille, des supporters qui mélangent tout pour du foot et qui ne s'aiment pas juste à cause des avis différents. Alors qu'au final ces mêmes acteurs pour qui on se bat entretiennent de bonnes relations, n'ont même pas forcément d'animosité et surtout vont partager un but commun, gagner la Coupe du Monde. Araujo, Valverde, Rafinha, Militao, Vinicius, Koundé, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni. Et la liste de l'Espagne, flemme de l'affaire, elle est beaucoup trop longue. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.